Bonjour à tous, voici un numéro de plus de la revue de la semaine. Depuis la dernière fois, la chaîne YouTube qui porte ces revues est devenue la première chaîne politique du pays. Alors ce n'est pas encore les chiffres des médias officiels, audiovisuels, mais enfin, petit à petit, on avance, et ça donne le moyen d'une expression libre, en tout cas qui ne passe pas par le filtre calamiteux des médias officiels. Bon. Merci pour les conseils, les recommandations. On a essayé d'en tenir compte tout le long et jusqu'à la dernière où on m'a dit il ne faut pas mélanger la revue de la semaine avec vos autres messages, donc faites pas le même décor. Donc, ok, on ne fera pas le même décor, mais c'est évident que j'ai besoin, moi, de cet instrument pour m'exprimer en cours de route, car j'ai plus le temps disponible d'écrire autant que je pouvais le faire dans le passé. Donc, et j'écris et je m'exprime par vidéo. Bon, on essaye d'organiser tout ça. Merci à tous pour l'effort qui a été fait. Et puis, c'est une petite victoire que nous remportons là, et à la fin, ça fera une très grande victoire, vous allez le voir. Alors, je commence ma revue de la semaine par un événement qui m'a concerné. Je me suis exprimé devant l'ONU. Et le sujet, c'est un mandat qui est donné par l'ONU sur la base d'une initiative venant de l'Équateur et de l'Afrique du Sud. Et ce mandat, c'est « Faites-nous un traité contraignant les multinationales et les transnationales à respecter les droits humains, donc sociaux et environnementaux. » C'est très important parce que ça fait 40 ans que l'idée d'imposer un traité contraignant à des multinationales est dans l'air et dans les travaux de l'ONU. Et à chaque fois, les Nord-Américains et les puissances européennes se sont arrangés pour qu'il n'y ait pas de contraintes. Alors des déclarations générales, ça oui, tant que vous voulez. Un appel au volontariat, à la bonne volonté, tout ça, tant que vous voulez. Mais de contraintes, jamais. Et là, honnêtement, quand la proposition de l'Équateur et de l'Afrique du Sud est arrivée à l'ONU, les puissants se sont dit, bon, ils n'ont pas fait attention, autant qu'ils auraient dû le faire. Mais il y a eu une très bonne action de la diplomatie équatorienne et d'Afrique du Sud qui a réuni une majorité. Alors là, stupeur, patatras, voilà un mandat qui est donné. Et aussitôt s'est constitué un groupe de travail. Un groupe de travail à l'ONU, c'est une structure très officielle qui prépare la rédaction du traité en question. Alors ça a commencé tout de suite furieux. Les Nord-Américains sont venus, on dit ah ben nous on participera pas à ce truc-là. Et puis d'abord, pour trouver un prétexte, ils ont montré du doigt la présidente du groupe de travail, Madame Maria Fernanda Espinosa, qui est une ex-ministre de la Défense de l'Équateur. L'Équateur, vous savez, c'est un petit pays extrêmement courageux qui a participé à la vague des révolutions démocratiques en Amérique latine. Alors bon, pour les Nord-Américains, tout ça, c'est l'horreur en personne. Donc ils ont fait une chose incroyable, en disant ah ben, tant que c'est vous qui présidez, nous on ne vient pas. Alors les autres ont dit mais attendez, c'est pas vous qui décidez, qui préside. Il y a 197 nations qui donnent leur avis. Bon, c'est pour dire que ça a démarré fort. Naturellement, les caniches européens, dès que les États-Unis ont froncé les sourcils, hop, ils ont quitté la salle avec eux. Il restait que les Français qui regardaient à la Hollande, vous voyez. Un coup oui, tu m'as vu, un coup non, tu m'as pas vu. Bon. Et le groupe de travail a continué à son office, en écoutant, en faisant des auditions, en préparant des textes. Alors là, c'était la deuxième session. Toujours pas d'États-Unis là, mais retour de l'Europe et des Français. Alors, que veulent-ils, ces braves gens? Eh bien, ils ont obtenu qu'on rajoute les multinationales, les transnationales et, demandent-ils, toutes les entreprises. C'est pas extraordinaire, ça? Voilà des gens qui ne veulent pas d'harmonisation sociale dans leur propre espace, mais qui voudraient en faire une pour toute la planète. Donc vous avez compris, c'est une espèce de débordement par la gauche. Ils en demandent plus que tout le monde. Naturellement, c'est la meilleure manière de tout enterrer. La vérité, c'est que nous avons intérêt à cibler les multinationales, les transnationales, parce que c'est elles qui posent le problème. Quel problème? C'est qu'elles ne dépendent d'aucun droit. Une entreprise nationale, elle dépend du droit national, mais une multinationale, elle fait ce qu'elle veut. Et surtout, depuis une décennie, ou deux d'ailleurs, et même trois, pardon, le temps passe, puisque moi j'en ai parlé la première fois en 1991, je dénonçais ça, les tribunaux privés. Alors quand deux multinationales avaient un problème entre elles, elles n'allaient pas voir un tribunal d'un État quelconque, elles s'étaient créées des tribunaux privés qui arbitraient entre elles sur la base d'un composé de droit anglo-saxon la plupart du temps. Alors, ils se sont dit, puisque ça fonctionne, dorénavant, on va imposer ça aux États. Et les transnationales et les multinationales font des procès aux États devant ces tribunaux privés, sur la base que je vais vous résumer par une anecdote. Une transnationale dit, nous, on avait prévu de faire tant de millions de cigarettes,
Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que tout d'un coup, vous avez inventé une législation anti-tabac. Alors nous, on perd de l'argent, vous nous le devez. Ce que je vous raconte là, ce n'est pas une histoire que j'invente, c'est ce que fait un cigarettier à l'État australien. Donc vous voyez la puissance. Alors elle est double. Première puissance, c'est que le chiffre d'affaires de ces transnationales est supérieur de plusieurs fois à toute la richesse que produisent de nombreux États. Donc, quand ils arrivent, ils ont des moyens que les autres n'ont pas. Et ils peuvent demander un dédommagement qui peut ruiner un État, qui peut le ruiner, le mettre à genoux. Donc, premier effet, ils obtiennent des sommes monstrueuses, et des fois, ils obtiennent des décisions incroyables. Par exemple, au Canada, ils ont fait un procès à l'État canadien, parce que l'État canadien avait décidé d'interdire le fait qu'on rajoute un produit dans l'essence. Ce produit est considéré comme dangereux par l'État canadien, pour la santé des Canadiens et pour les moteurs. La multinationale a fait un procès à l'État canadien, elle a gagné. Non seulement l'État canadien a dû lui payer un dédommagement sur ce qu'elle n'a pas pu vendre comme produit chimique, mais en plus, il a dû renoncer à sa législation qui interdit la jonction de ce produit chimique dans l'essence. Vous avez compris? Ça veut dire qu'ils ont la capacité, par leur puissance financière, de mettre à genoux, y compris des grandes nations. Ça, c'est le premier effet. Mais le deuxième effet est plus pervers. C'est qu'au moment où vous allez voter une loi, bon, on vous dit « Ah, mais faites pas ça !» Parce que si vous faites ça, vous allez avoir telle ou telle multinationale sur le dos qui va venir et porter plainte. Donc la peur de la plainte portée retient la main du législateur et peut dire, par exemple, on ne fait pas une loi anti-cigarette parce qu'on va se ramasser le lobby cigarettier sur le dos. Ou on ne va pas, par exemple, comme les Allemands l'ont fait, on ne va pas sortir du nucléaire parce qu'on va avoir les transnationales du nucléaire sur le dos, etc., etc. Vous voyez, c'est des questions tout à fait essentielles. Et elles tombent, c'est à la réunion de ce groupe de travail, la même semaine que justement, pendant laquelle justement, la Wallonie a refusé le traité de libre-échange avec le Canada. Le fameux CETA, ça s'appelle comme ça, C-E-T-A. Ce traité de libre-échange, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, parce que je suis allé au Canada une première fois pour faire un peu la tournée des popotes et parler avec tout le monde, pour voir comment eux le voyaient du côté des progressistes, c'est-à-dire des syndicats, des associations de défense de l'environnement, le Parti québécois et les autres formations de la jeunesse et les autres formations politiques de la nouvelle génération, qui, elles, sont toutes opposées au CETA, sauf le Parti indépendantiste, avec un argument qu'avec les sociodémocrates, pour trouver des idées pareilles, nous ont dit « Ah ben nous, on est pour le CETA parce que ça va désenclaver l'économie du Québec et l'ouvrir sur le monde. » À mon œil, comment est-ce qu'on peut oser se dire indépendantiste et puis la seconde d'après renoncer à son indépendance pour la donner à des tribunaux d'arbitrage? J'y reviens. Le cœur du traité CETA, à part le fait qu'il n'y a pas de garantie environnementale ni sociale sérieuse, mais le cœur, c'est à nouveau ces fameux tribunaux d'arbitrage. Donc les gens les plus conscients sur la planète se rendent compte que accepter l'existence de tels tribunaux, l'inclure dans des traités et donc leur donner un rôle supérieur à toutes les législations nationales, c'est un changement dans l'histoire du monde, parce que c'est la fin de l'histoire de la démocratie. Si vous acceptez que des gens ne participent d'aucune législation, sinon celle qui les arrange, eh ben c'est un recul, comme je l'ai dit à l'ONU, vous regarderez mon discours, je dis c'est un recul de la civilisation humaine, parce que ce qu'on appelle la civilisation humaine, c'est justement de faire des lois qui s'appliquent à une population et à un territoire. Alors, les Wallons ont refusé. Alors pendant 2 jours, nous étions tous extrêmement enthousiastes. Et c'était doublement enthousiasmant. D'abord parce que ça venait de la Belgique, donc c'est pas un État secondaire. En Europe, c'est les fondateurs de l'Union européenne. En bis, ça venait des Wallons, qui sont quand même occupent une place particulière dans notre affection, nous les Français. Et puis, troisièmement, parce que ça montrait qu'un seul pays pouvait tout bloquer. Donc, sous-entendu, pourquoi le nôtre ne le fait pas? Surtout que M. Magnette en Wallonie est un social-démocrate et que François Hollande, il prétend être un social-démocrate. Alors pourquoi le social-démocrate wallon trouve ça pas bon et a le courage avec sa province de tout bloquer, et l'autre qui est le président d'un très grand pays, de la deuxième puissance économique de l'Union européenne, lui il n'a rien à dire, il trouve ça parfait. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais tous les beaux esprits qui, dans le Parti socialiste, s'opposaient au traité avec les États-Unis d'Amérique, quand il s'agissait de celui avec le Canada, alors là, ils trouvaient ça plus sympa. Ils ont mis un temps fou à réagir. Pas de peau. Quand ils réagissent, pacatra, la social-démocratie wallonne, pouf, a cédé, quoi, a craqué. Donc, rappelez-vous bien de ça. Quoi qu'ils vous disent, ils cèdent. Rappelez-vous bien de ça. Quoi qu'ils vous disent, ils finissent par céder.
Et moi, je ne céderai jamais. Il faut bien que vous compreniez que c'est l'enjeu de la prochaine élection. Parce que dans la prochaine élection, sera mis à l'ordre du jour la confirmation de CETA et le traité avec les États-Unis d'Amérique. Celui ou celle que vous allez élire est la personne qui devra dire au nom de la France, oui ou non, on ratifie ou on ne ratifie pas. Et moi, je vous préviens, je ne ratifierai pas si vous m'élisez. Je ne ratifierai pas. Et rien ne me fera céder. Celui-là a cédé. Eh bien voilà, il faut en tirer toutes les leçons. Alors il dit, oui, nous avons obtenu, le temps que je vous explique ce que c'est, on fait une émission entière. Il a obtenu que le tribunal d'arbitrage ne s'appliquera pas pendant la période intermédiaire où le traité s'appliquera sans qu'on l'ait pourtant décidé en Europe, parce que figurez-vous qu'on en est rendu là. Il y a des traités qui s'appliquent avant même qu'on les décidé en Europe. Si vous n'avez pas compris ce coup-là, ce qui est devenu l'Union européenne comme camisole de force des peuples et machine à faire la guerre au nom des multinationales et des transnationales, moi je renonce à expliquer quoi que ce soit, parce qu'à la fin, ça finit par être fatigant. Est-ce que vous comprenez que dorénavant, si on applique ces traités-là, ce sont les multinationales et les transnationales qui font ce qu'elles veulent, et vous n'avez plus aucun recours contre elles. Et vous aurez des gouvernants qui seront comme des poules mouillées à l'idée de voter quelques traités ou quelques lois que ce soit, avec un avantage social, parce que vous aurez toujours une multinationale pour dire « c'est nous que ça dépossède ». Bon, alors les gens, cette affaire, vous voyez, vous avez les deux volets. Le côté CETA, TAFTA, Union européenne, c'est le libre-échange mondialisé, la primauté, la concurrence libre et non faussée, les marchandises qui circulent de l'autre côté. Et l'autre aspect, c'est ce fameux traité contraignant qui est en discussion dans un groupe de travail à l'ONU, à l'initiative de deux pays, l'Équateur et l'Afrique du Sud, c'est-à-dire l'Afrique du Sud qui est un État africain, c'est-à-dire qui est à l'endroit où l'histoire de l'humanité a commencé, et de la civilisation, parce que c'est en Afrique que tout ça a commencé, et de l'Amérique du Sud, c'est-à-dire l'endroit où l'univers s'est globalisé par la rencontre, enfin le dernier territoire qui a permis que se rencontrent les deux grands mouvements, l'Asie et l'Europe, au détriment des malheureux qui se trouvaient là. Tout le monde s'en souvient. Mais je trouve ça tellement symbolique, tellement fort, tellement parlant, que je voulais à tout prix l'évoquer dans cette revue de la semaine. Alors, cette semaine, il y a eu une nouvelle que moi je juge terrible, je suis sûr que beaucoup de ceux qui m'écoutent ont la même idée. C'est ce rapport qui établit que la moitié du vivant parmi les vertébrés a disparu en moins de 40 ans. C'est-à-dire que, clairement, on a des symptômes, des signaux très forts du fait que nous sommes dans une phase d'extinction d'espèces vivantes majeure. Alors, bon, il faut lire les résumés du rapport pour se rendre compte. Bon, qu'est-ce qui est en cause? Qu'est-ce qui provoque cette grande disparition? La même chose que ce qui provoque des vagues d'épidémies, de cancers et de maladies de toutes sortes. C'est le cycle de l'eau qui est totalement perturbé. L'essentiel de la masse du vivant perdu l'est en milieu d'eau douce. Hein, c'est-à-dire la base du cycle de l'eau. Et pourquoi? Que se passe-t-il? Eh bien, qu'est-ce qui est en cause? D'abord, l'agriculture. Je veux bien préciser le modèle agricole actuel. Et dans le modèle agricole actuel, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le cœur du modèle, c'est la production de l'alimentation. Donc c'est bien l'alimentation qui est le point de départ de cette catastrophe. Pas à cause de vous, mais à cause de ce que les autres ont décidé que vous allez manger. Et les conditions dans lesquelles ils produisent ce que vous allez manger. Alors c'est maintenant qu'on voit des choses qui ramènent à d'autres moments de cette campagne électorale. Peut-être que vous en rappelez, mais il y a 2 mois de ça, j'avais fait une interview à Gala où je parlais de la nécessité de sortir des protéines carnées. Et bon, j'étais venu avec mon quinoa, là, dire, ah ben voilà, vaut mieux manger des protéines végétales. Alors évidemment, me sont tombés sur le dos d'abord les gens qui ont l'habitude de ridiculiser tout ce qu'ils voient. Alors au lieu de regarder ce que je disais, au lieu d'écouter ce que je disais, ils ont ricané sur le fait que je le faisais dans Gala, et puis après sur le thème, Mélenchon, les bobos, le quinoa, blabla. Ils n'ont rien écouté du fond de l'affaire. Alors il y a des gens un peu plus malins qui ont dit « Ah bah oui, mais si vous mangez du quinoa, alors ça va augmenter le prix du quinoa, donc les pauvres Indiens de l'altiplano, ils pourront plus manger de quinoa, blablabla. » J'ai expliqué, bon, on produit du quinoa en France, et on produit aussi du petit épeautre, qui est une variété de plantes qui peut nous aider à nous tirer d'affaire. Donc tout ça, c'est les procès secondaires. Alors maintenant, quand même, on voit ça en face. Alors, vous n'avez pas compris que si vous ne changez pas l'alimentation, et en particulier
Si nous ne sortons pas des protéines carnées, eh bien nous sommes condamnés à tout détruire autour de nous. Tout détruire. Voilà ce qui est en cause. C'est pas que j'aille le dire dans Gala, ni non plus que, comme on me dit stupidement, vous cherchez à prendre la part de marché des écolos. Mais heureusement que tout le monde doit être écolo. Mais la part de marché des écolos, j'aime vous dire, ça ne fait pas grand-chose. C'est pas le sujet aujourd'hui. Il faut que tout le monde devienne écologiste, c'est-à-dire comprenne l'importance de cette question. C'est pas devenu une question au milieu du programme, c'est une question qui doit être centrale. Si nous ne faisons rien, l'écosystème va être détruit. Vous avez compris ça, les gens? Va être détruit là, sous vos yeux, dans les années qui viennent, alors même que ça serait si facile de bifurquer. Je veux encore balayer un argument, parce qu'on m'a saoulé avec ça. On m'a dit, ah oui, mais si tu dis ça, alors qu'est-ce qu'on fait du fait que les prairies, j'en suis d'accord, qui sont destinées à l'élevage, occupent une très grande partie des terres agricoles? Eh bien parfait, j'ai jamais dit qu'il fallait arrêter de manger de la viande, si on pouvait, on le ferait, mais je dis simplement qu'il faut s'y prendre autrement, et qu'il faut arrêter d'en produire des quantités pareilles d'aussi mauvaise qualité. Parce que l'essentiel de la viande qui est mise en circulation, c'est pas la viande de l'élevage de qualité, c'est la viande qui résulte des pauvres bêtes qu'on a auparavant surexploitées dans les fermes des 1000 vaches, et toutes ces malheureuses créatures qui ont été maltraitées, comme on le sait, et donc quand elles arrivent en fin de cycle, hop, on vend leur viande. Donc c'est bien toute la chaîne de la production qu'il faut changer. Puis ni vous ni moi on a demandé, à ce qu'il y ait des élevages pareils. On n'a jamais demandé ça. On n'a jamais demandé que nous arrive du lait bourré d'antibiotiques. On n'a jamais demandé qu'on maltraite les animaux comme ça. Donc nous avons le droit, en tant que citoyens, de dire nous voulons une autre agriculture. On a d'autant plus le droit de le dire qu'il faut voir la catastrophe dans laquelle nous sommes en train d'entrer à cause de ce genre de méthode. Alors, vraiment, pour mettre le coup de grâce, j'ai été intéressé à lire à la fin du rapport. Et à la fin du rapport, je lis quelque chose qui est du pur mélenchonisme, si j'en crois ceux qui se sont moqués de moi. Voilà ce que dit Arnaud Gauffier, qui est l'homme qui s'occupe de l'agriculture au Fonds mondial. Si tout le monde réduisait d'une demi-portion par jour sa consommation de protéines animales, et ne me dites pas que tout le monde n'en mange pas, je le sais, tout en augmentant sa consommation de légumineuses et de céréales, d'où l'importance de développer l'agriculture vivrière, nous pourrions baisser de 25% les émissions de gaz à effet de serre liées à l'alimentation. Voilà, c'est compris ? Donc, ce que nous expliquons dans le programme L'Avenir en commun et le petit livret sur une agriculture écologique et paysanne, que vous allez voir, eh ben, ce ne sont pas des délires, comme on dit de manière un peu méprisante, des délires de bobos. Ce sont des questions qui sont liées à la survie de l'humanité et qui nous permettent de mettre en route une logique économique et une logique productive, écologiquement responsable, qui crée de l'emploi et qui abaisse le niveau des prédations sur la nature. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Qu'est-ce que vous voulez de mieux que ça? Quelque chose qui demande du soin, du travail et produit une alimentation de qualité. Moi, je voulais vous dire ça parce que je trouve qu'il faut que la question de la protection de l'écosystème devienne centrale dans la prochaine élection dans notre pays. Il le faut parce que nous sommes un grand pays, une grande économie. Alors je ne dis pas ça pour faire du chauvinisme, mais c'est pour dire que quand on est très grand et très puissant, eh ben on a de très grandes responsabilités. Et donc les Français peuvent passer au tournant écologique, ils peuvent le faire, à condition évidemment d'être capables de planifier, d'organiser. Je vois qu'on me reproche la planification, comme si je voulais que l'État se mêle de tout, je vous en prie, pas de caricature. La planification, ça veut dire rapprocher les différents secteurs pour avoir une activité coordonnée. La formation avec la production avec les machines qu'on invente et les process de production. C'est ça que ça veut dire la planification. Ceux qui ne planifient pas n'arriveront à rien. Donc moi je propose qu'on planifie cette transition. Et maintenant je suis renforcé dans mon idée parce que je viens de lire une autre étude qui a aussi été rendue publique, qui vient d'une université nord-américaine, je crois. Et alors, il dit que les Français pourraient passer à 100% de renouvelables d'ici à 2050. Alors 2050, peut-être que j'y serai plus, c'est pas sûr. Mais 2050, en tout cas, je sais que si on ne commence pas maintenant, on commencera jamais. De même que pour sortir du nucléaire, il y en a pour 20 ou 25 ans, mais chaque fois que vous retardez le moment où vous prenez la décision, vous rallongez le délai. Par conséquent, c'est maintenant qu'il faut le faire. Pas dans 100 ans, maintenant. Et voilà, 2017 arrive, on a des bulletins de vote pour le faire. Je trouve que l'actualité qui vient à notre rencontre, si on s'est trié au milieu de ce qui est important et de ce qui est secondaire, elle conforte notre point de vue. Je finis sur un mot, qui est un mot d'humanité. L'évacuation de la jungle à Calais est un événement bouleversant.
parce que c'est le symbole de tous nos échecs et de notre monstrueux égoïsme et de notre lamentable abaissement. Comment les Français peuvent-ils se faire les gardiens de prison des Anglais? Pourquoi empêchons-nous ces pauvres gens de passer en Angleterre? Pourquoi empêchons-nous ces enfants de retrouver leurs parents? Voilà la question qu'on doit se poser. Et mourir de honte de voir ça. Tout ceci est fait en notre nom. La honte de voir tant de gens mourir en essayant de traverser la Méditerranée, alors que les trafiquants peuvent continuer à organiser ces transits massifs. Et apparemment, personne ne fait rien. Ne me racontez pas qu'on fait passer la Méditerranée à des milliers de gens qu'on met dans des bateaux et tout ça ne se prépare pas, longuement, par des gens qui sont des trafiquants. En plus des autres raisons que j'ai déjà évoquées. La guerre, sa brutalité, les traités commerciaux inégaux. Nous vivons vraiment une époque qui est un défi à ce qu'il y a de plus profond dans l'idée qu'on se fait du fonctionnement de la société humaine. Oui, la civilisation humaine est mise en cause. Non seulement parce que son environnement va être détruit, non seulement parce qu'on marche à une guerre généralisée, mais parce que nos propres façons de nous comporter sont odieuses et sont la négation de ce qui nous a porté pendant des millénaires. Pendant des millénaires, c'est la coopération, la protection des plus faibles qui a permis à la civilisation humaine d'éclore. Et maintenant, nous sommes en train de faire tout le contraire. Souvenez-vous-en. Bon, si vous voulez aider ce moment audiovisuel à exister, vous savez, ce que vous pouvez faire, c'est de vous abonner et de le recommander peut-être à d'autres. Si vous le faites, eh ben, vous êtes les bienvenus. Et merci à tous de votre écoute et de vos suggestions. À bientôt.